Bonjour à tous. Écoutez, on va commencer avec les 2 minutes de retard ou les 3 minutes de retard parisien. Voilà, c'est une habitude. Donc, pour cette table ronde qui a pour intitulé Sobriété numérique, pourquoi, comment, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs personnalités qui ont accepté de venir échanger sur ce sujet. D'abord, Florence Biot, qui est sous-directrice à la DNE, responsable de la transformation numérique. Merci Florence. Marie-Caroline Missire, qui est directrice générale du réseau Canopé. Merci Marie-Caroline. Sarah Descamps, qui est chercheuse à l'université de Mons. Coralie Noël, qui est haut fonctionnaire au développement durable auprès du directeur général de l'enseignement scolaire. Et puis Christophe Grasser, qui représente les EdTech. Voilà, il faut le dire, c'est une lourde responsabilité. Et donc, qui est un des cofondateurs de Naotic, qui est une société aujourd'hui qui travaille dans le domaine des EdTech. Donc, merci beaucoup à tous. Pour lancer ce débat et ces échanges, je vous propose de faire un petit point sur ce que représente le numérique aujourd'hui en termes d'éco-responsabilité. Je le dis pour la régie, vous pouvez avancer en même temps, vous pouvez cliquer les 3 fois pour tout afficher. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, en termes d'empreinte environnementale, le numérique représente 2,5 à 2,7% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Et si on ne fait rien, on va aller vers 6 à 7% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement dues à, je laisse monter un petit peu le suspense, à l'activité individuelle, c'est-à-dire à l'achat des équipements individuels et à leur utilisation. Ça agit pour 66 à 70% de l'émission des gaz à effet de serre, et tout ce qui est équipement a un impact très fort sur les ressources abiotiques, c'est-à-dire sur les terres rares, sur tout ce qui est au cœur de la planète et qui ne va pas se reconstituer. En numéro 2, pour environ 15%, c'est l'ensemble des réseaux qui permettent de faire circuler l'information. Et là encore, on a une répartition qui est 60 à 70% qui est sur les équipements et environ 30% qui est sur l'utilisation de ces équipements. Donc on parle des équipements réseau, des équipements télécommunications, etc. Et enfin, pour à nouveau 15%, on est sur l'utilisation des centres de données. Alors, ce n'est pas l'utilisation qui prend la plus grosse part, c'est, entre guillemets, toute la question de la réalisation de ces centres de données, avec là encore une majorité de choses qui se passent sur les équipements et quelque chose d'un petit peu moins important qui est sur leur utilisation. Alors ça nous amène, bien sûr, à nous poser plusieurs questions, des questions qui sont liées à l'utilisation de ces équipements, à la question de leur apport, parce qu'effectivement, il y a un impact, mais est-ce qu'il y a des apports suffisants qui justifieraient ces impacts? Et puis comment, surtout, est-ce qu'on peut freiner un petit peu cet impact en bénéficiant des apports du numérique? Parce que, entre guillemets, sobriété numérique n'est pas forcément austérité numérique. Donc j'ai envie de poser quelques questions, bien sûr, aux différents intervenants. Et une première question qui est sur la façon dont le numérique impacte, entre guillemets, la planète et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce numérique, à la fois, ait des apports et impacte un petit peu moins la planète. Alors, je vais laisser la parole à Sarah, dans un premier temps. Merci, Sarah. Déjà, bonjour à tous. Par rapport à... On m'entend pas? Et c'est cette fois-ci, oui, vu que je m'entends, on m'entend. Donc, je disais bonjour à tous. Juste pour peut-être préciser, je suis chercheuse et je fais un doctorat en éducation à la sobriété numérique. Donc, j'essaye de trouver comment est-ce qu'on peut éduquer les jeunes et en fait tous les citoyens à cette thématique-là.
Donc d'abord par rapport au terme peut-être de sobriété numérique, c'est vraiment le fait d'avoir une utilisation raisonnable et raisonnée du numérique, et donc le fait de l'utiliser quand c'est nécessaire et avec modération. Et derrière ceci, il y a aussi le fait d'être en fait conscient que quand on utilise le numérique, ça a un impact sur l'environnement. Quand on utilise le numérique, il y a des flux de données derrière, il y a des réseaux qui fonctionnent, il y a de l'énergie. Et tout le défi qui attend en particulier, je pense, le secteur de l'éducation, c'est d'arriver à comment est-ce qu'on peut rendre visible au final quelque chose qui est totalement invisible. Quand on achète une bouteille en plastique, on la voit, elle est tangible, alors que toutes ces infrastructures, en général, quand on envoie un mail, on ne voit pas toutes ces infrastructures. Et donc, comment sensibiliser à cette thématique-là? Tout d'abord, je pense qu'il faut justement réussir à être visuel. Et pour cela, on a l'analyse du cycle de vie qui permet de comprendre assez facilement que le numérique a un impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Donc on a d'abord la phase de naissance. Donc quand on va extraire les matières premières, quand on va produire les matériaux, les outils numériques. Puis on a toute une phase de transport. Donc tout ça, ça va déjà avoir un impact sur l'environnement. Donc on va consommer de l'énergie, avoir besoin de ressources naturelles pour produire ces équipements. Puis après, on a toute une phase qui est la phase de vie. Donc ça, c'est quand on l'utilise. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on envoie un email, ça a un impact sur l'environnement. Quand on regarde du streaming, ça a un impact sur l'environnement. Et donc c'est vraiment l'idée de prendre conscience que tout ce qu'on fait a un impact sur l'environnement quand on utilise le numérique. Alors ensuite, après la phase de vie, on a deux possibilités pour nos outils numériques. Soit on a la chance de pouvoir les recycler, donc ils sont recyclés, revalorisés, ou en fait en général ils finissent leur vie dans des décharges, souvent à l'étranger. On a la décharge la plus connue au monde qui se situe au Ghana. Et donc tout ça, ça a un impact sur l'environnement. Donc par rapport à ça, je pense que c'est vraiment comme je disais, le défi de s'emparer de cette thématique-là, tout en prenant bien conscience que l'idée, c'est pas non plus l'idée de la sobriété numérique, c'est pas de culpabiliser et de se dire on va plus rien faire avec le numérique, on l'utilise plus et d'abandonner le numérique. Non, la sobriété numérique, c'est vraiment une solution à la transition écologique et énergétique qui est apportée. Et l'idée, c'est vraiment de concilier ces deux transitions, la transition numérique et la transition énergétique. Et justement, je parlais tantôt d'éducation à la sobriété numérique. Quand je me suis intéressée à cette thématique-là, la première chose que l'on dit quand on doit éduquer à l'environnement, c'est ça, ne pas faire culpabiliser et montrer que des solutions existent aussi pour protéger l'environnement. Par exemple, on a déjà vu il y a des réseaux de producteurs locaux qui se mettent en place grâce au numérique en ligne. Donc ça, c'est une solution que le numérique offre. On a aussi vu des youtubeurs se rassembler en 2018 pour demander aux jeunes de manifester et de mettre en place des actions pour le climat. C'est aussi une forme de solution que le numérique apporte. Et puis aussi, on peut l'éducation et l'éducation par le numérique peut être aussi une forme de solution d'éducation pour protéger l'environnement. Par exemple, je parlais tantôt de cette décharge au Ghana. On peut imaginer une séquence de cours où les élèves se rendent grâce à des vidéos dans cette décharge au Ghana. Normalement, ils ne pourront jamais y aller dans cette décharge. Et donc, on peut les immerger dans cet environnement et leur faire comprendre que ça a un impact sur l'environnement. Je pense que... Merci. Florence. Pardon, excusez-moi. Florence, peut-être est-ce que tu peux, toi, nous dire effectivement ce qu'on peut apporter à cette dimension, à la dimension impact du numérique au niveau de l'éducation, au niveau du travail que nous faisons, y compris dans les territoires numériques éducatifs? Eh bien, pour aborder ce sujet, je voudrais revenir au sens et aux finalités du numérique dans l'éducation.
et insister sur le fait que si nous faisons ce travail de définition de la stratégie numérique en cours, avec l'arrivée de notre nouveau ministre, si nous sommes en train aussi de définir la feuille de route, c'est pour aboutir, pour viser cet objectif d'abord et en numéro 1 de citoyenneté numérique. Et il me semble que la frugalité numérique est une des composantes essentielles de la citoyenneté. Pourquoi une composante essentielle ? Parce que la prise de conscience de l'empreinte des équipements et des usages sur l'environnement est au cœur à la fois du traitement du défi que constitue l'urgence climatique, mais ça suppose des connaissances nouvelles. Vous commenciez à les aborder, ces connaissances, avec tout le cycle de vie de l'informatique en général ou des équipements. Donc des connaissances nouvelles, des pratiques éco-citoyennes et des usages responsables et sobres. Ce sont ces mots-là que l'on emploie dans un document que l'on est en train de négocier avec les organisations professionnelles, qu'on discute avec les associations représentatives des parents d'élèves. Donc on discute d'une charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Pourquoi cette charte ? Parce qu'on a besoin de poser les enjeux du numérique à l'école. Ils ne sont pas forcément pas bien perçus, pas bien partagés. Le numérique est à la fois le problème et la solution, étant au cœur de d'enjeux complexes. Les enseignants, les professeurs s'interrogent sur l'impulsion que peut donner l'institution, le sens que revêt le numérique dans cette institution éducation. Donc cette charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique pose dans son deuxième article la question de cette conscientisation de l'empreinte des équipements et des usages, conscientisation que vous avez essayé de définir, et ensuite également la nécessité de connaissances, de pratiques, d'usages. Ça, c'est au cœur de la stratégie qu'on est en train de mettre en place à la direction. Alors après, je crois qu'on a d'autres. Cette charte, évidemment, essentielle, elle sera envoyée dans les écoles, les collèges et les lycées bientôt, après avoir été quand même très, très discutée, je dois dire, avec toutes les parties prenantes. Et elle ne sera pas définitive, elle va continuer à évoluer, puisqu'à chaque fois qu'on en discute avec des organisations représentatives, elle bouge. Donc je suppose que quand elle sera dans les établissements, elle bougera encore beaucoup, et ce seront surtout la façon dont la communauté éducative va pouvoir s'en emparer qui sera importante. Mais vous voyez qu'au cœur de cette charte, il y a la frugalité numérique telle que vous l'avez définie. Alors, Claudio, on travaille aussi à d'autres documents, puisque tu le sais, puisque tu en es un des auteurs. On travaille à des guides d'accompagnement dans les établissements. Alors, on guide beaucoup à l'éducation, mais moi, je fais confiance au bon sens et aussi à cette conscience citoyenne qu'ont les enseignants. Mais en tout cas, de l'administration centrale, on a cette nécessité de s'entendre sur des guidelines, en quelque sorte. Et on s'est entendu pour dire que dans l'établissement, il fallait au minimum, pour s'engager dans une démarche numérique responsable, diffuser des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est à la fois facile et très compliqué, parce que je donnerai qu'une anecdote pour illustrer difficile et compliqué. Quand on a organisé les États généraux du numérique pour l'éducation en 2020, on a mis en place des comités de pilotage, puisqu'il fallait associer toutes les parties prenantes, c'était très large. Et donc, on a fait 25 comités de pilotage. Et à chaque fois, je me suis dit, je vais me donner le défi de ne diffuser aucune pièce jointe. Eh bien, aucune pièce jointe. En 1 an et demi, j'ai connu toutes les situations. Pourquoi ? Parce que où est le PowerPoint ? Et j'ai pas trouvé le PowerPoint. Où est l'espace collaboratif ? Et j'accède pas à l'espace collaboratif. Il m'a fallu 1 an et demi, alors que je travaille avec des gens acculturés au numérique, 1 an et demi pour atteindre le résultat que plus personne ne me demande où sont les pièces jointes de l'ordre du jour. Donc, je vous dis, c'est à la fois très simple et très compliqué de mettre en place des choses pratiques qui relèvent du bon sens. Bon sens, prendre soin du matériel, éteindre et débrancher son équipement,
optimiser le niveau d'éclairage des écrans, privilégier au lieu du streaming le téléchargement, limiter les messages et les pièces jointes. Enfin, je ne sais pas, j'en ai toute une liste comme ça dans les documents que l'on écrit. Bon, cette liste est facile à établir et en même temps tellement difficile à mettre en place. Donc voilà, la conscientisation, la prise de conscience individuelle de cet impact, des changements de pratiques que l'on doit opérer. Amusez-vous à ne mettre en place qu'une des préconisations, donc plus de pièces jointes par exemple, et voyez les effets que ça peut produire. C'est à la fois amusant et ça pose la question vraiment de l'enjeu et du défi en fait qu'on a à relever. Ça pose peut-être une question culturelle. Et j'ai envie de m'adresser à Marie-Caroline en lui demandant finalement, est-ce qu'il y a un modèle de sobriété numérique qu'on peut diffuser ? Et d'ailleurs, au sein du réseau Canopé, est-ce que ce modèle est en train de monter en puissance ? Alors, je ne souris pas par rapport à votre question, mais je me dis en écoutant Florence que j'ai peut-être dû lui demander s'il y avait une pièce jointe. Et je suis peut-être concernée. Voilà, alors, ce trait d'humour à part. Je trouve que la problématique qu'on aborde aujourd'hui est très complexe et nous perturbe. On est aujourd'hui dans un salon dédié au numérique, on est plutôt toutes et tous on est acculturés, on est voire militants pour certains du numérique éducatif, engagés sur ces questions. On a été en quelques années, en 18 mois, à la fois percutés par la crise sanitaire et ses conséquences sur l'urgence d'un numérique inclusif, accessible à tous, et d'un numérique éducatif beaucoup plus répandu dans notre système éducatif, et dans le même temps percuté par l'urgence de la transition écologique, qui s'est vraiment invitée dans notre quotidien, notamment l'été dernier. C'était le thème de l'université d'été de Ludovia, et je trouve ça... très très perturbant pour les professionnels du numérique et pour un établissement comme le nôtre qui est donc dédié aux côtés du ministère de l'Éducation nationale évidemment à déployer la stratégie numérique qui a été annoncée par Florence Bio et à développer la formation des enseignants tout au long de la vie au numérique et par le numérique. Donc comment on fait ça ? C'est vraiment une question qui nous traverse aujourd'hui et qui nous interroge beaucoup. Ça, c'est le premier point. Vous avez parlé de transition. Je ne sais pas si vous avez employé le terme jumelle, mais c'est un mot que j'aime bien reprendre, que j'avais aussi entendu à Ludovia. La transition numérique et la transition énergétique sont considérées par la Commission européenne, notamment comme des transitions jumelles. Donc, elles se travaillent ensemble. Et pour illustrer le paradoxe que je vous soumets et qu'on ressent tous, j'en ajoute un autre, c'est-à-dire quand on est un établissement public comme Réseau Canopé, installé dans tous les départements, en métropole et outre-mer, et qui rassemble 1300 personnes, on a aussi une responsabilité environnementale très forte et qui se traduit donc par des gestes de tous les jours, une culture, une nécessité d'acculturer nos agents et un plan de transition écologique qu'on est en train de mettre en place. Je signerai la semaine dernière une charte des établissements publics engagés dans le développement durable. Et puis on travaille avec vous, chère Coralie Noël, à évidemment la formation des enseignants à la transition écologique. Donc on est en plein dans ce questionnement. Donc pour être plus concrète, des paradoxes, une action sur deux volets, c'est-à-dire comment notre établissement, dans sa culture professionnelle interne, aborde ce sujet. Donc c'est tout ce sujet du traitement des mails, effectivement la rénovation énergétique de nos bâtiments, par exemple, qui est extrêmement lourde et extrêmement coûteuse pour un opérateur comme le nôtre. La circulaire ministérielle nous y engage, bien entendu, on y travaille. Donc tous ces sujets internes de l'établissement, et puis comment on va redonner aussi ce qu'on apprend en ce moment dans la culture professionnelle qu'on transmet aux enseignants, et comment on change notre approche de la formation au numérique et par le numérique des enseignants. Donc ça passe notamment par ce qu'on va lancer à partir de janvier,
c'est-à-dire dans le cadre de nos actions de formation au développement durable, des enseignants, une coloration beaucoup plus forte sur ces formations à la sobriété numérique pour outiller les enseignants aux connaissances que vous avez d'ailleurs résumées très bien sur votre slide de départ, leur donner des outils pour acculturer, colorer leurs enseignements à ces sujets, mais dans une approche globale autour de l'éducation au développement durable et de la formation des enseignants à la transition écologique. Donc on va vraiment mettre une énergie très forte sur ce sujet en début 2023 notamment. Et puis évidemment, à travers nos actions qui sont notamment portées à Canopée par le CLEMI, qui est un des services que vous connaissez bien, qui est dédié à l'éducation aux médias et à l'information, donc à l'éducation des enfants à travers la formation des enseignants à un numérique plus responsable qui passe par effectivement le non-renouvellement des équipements, connaître ce que coûte effectivement le fait de regarder les vidéos. 14 heures de vidéos en moyenne regardées par les jeunes, c'est absolument colossal. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire qu'on est complètement dans la certitude sur ces enjeux. On a une obligation d'aborder ces questions à la fois pour notre établissement et pour sa propre transition écologique et dans nos formations, mais on vit ce paradoxe en essayant de l'aborder et de le retourner autour de la question de la sobriété numérique, mais qui ne freine pas tous les efforts qu'on a mis collectivement dans l'éducation numérique, parce que ce chantier n'est pas fini. Il faut qu'ensemble on puisse aborder cette question de manière encore enthousiasmante pour que les professionnels et les enseignants ne soient pas dans le même temps découragés d'utiliser le numérique en classe. Merci beaucoup. Coralie, alors, est-ce qu'il y a un modèle qui s'échappe de tous ces échanges de sobriété qu'on peut diffuser vers les établissements ? Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, le numérique, c'est une partie du problème et c'est une partie de la solution aussi, on l'a vu. L'impact est majeur dans le cadre des enjeux de changement climatique et de perte de biodiversité, et aussi par rapport aux matières premières, métaux rares. Donc ça, on en prend conscience massivement en ce moment, de manière assez récente quand même, et puis de cette explosion massive de la consommation énergétique du numérique dans les années à venir. Donc le ministère a décidé de s'en saisir. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, beaucoup de choses qui se font à la fois dans les établissements scolaires, dans les rectorats et dans le cadre de nos opérateurs aussi, par exemple chez Canopée. Mais on a décidé de s'en saisir de manière transversale en agissant sur tous les leviers et de formaliser des recommandations, un plan d'action en la matière à tous les niveaux. Alors, en fait, c'est dans le cadre plus général aussi du chantier de planification écologique du gouvernement, bien entendu, que la sobriété numérique prend toute sa place. Alors, en tant que responsable de nos propres locaux, de nos propres agents, de nos propres usagers et usages, ça va être par rapport au plan de sobriété énergétique. Et puis, en tant que responsable des politiques d'enseignement, d'éducation et des politiques de jeunesse. Et là, on a un rôle à jouer dans le cadre de l'éducation au développement durable. Éducation au développement durable qui se développe déjà depuis fort longtemps, depuis pas mal d'années, depuis les années 70, mais qui s'est généralisée progressivement et intensifiée ces dernières années. On est en train de mettre au point un plan éducation au développement durable plus large qui devrait être diffusé vers l'ensemble des élèves et établissements, parce qu'on considère qu'il y a un effet de levier considérable. En fait, on ne le sait pas forcément toujours, mais on a 12,8 millions d'élèves, 1,2 million de personnel, soit 14 millions de personnes et tous leurs entourages. Donc tous les entourages familiaux notamment. Donc il y a une capacité de diffusion et d'impact qui est importante, et 60 000 implantations scolaires. Donc le but, ça va être à la fois d'agir sur l'éducation et d'agir aussi sur l'action et de lier les deux
Donc j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On peut développer, et il y en a déjà, des projets pédagogiques concrets autour de la sobriété numérique, en s'appuyant sur les élèves, en s'appuyant sur les enseignants, toute la communauté éducative, pour à la fois faire de l'éducation en se basant sur des enseignements académiques et en même temps agir concrètement dans l'établissement, en participant à leur échelle à ce qui se fait au jour le jour dans leur établissement, pour participer aux apprentissages. Merci Coralie. Mais je vais poser la question maintenant aux EdTech. On parle effectivement de modèles, on parle d'éco-conception, on parle de contribution dans la réalisation des ressources à tout ce qui peut être éco-conception. Alors, qu'en est-il au niveau des EdTech, au niveau de Naotic ? Alors déjà, au niveau des EdTech, je voulais vous remercier de nous inviter, plus particulièrement la FINEF que je représente ici. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas les répéter ou aller dans le même sens complètement. Je vais peut-être juste un petit peu compléter. Ce qui me semble intéressant et important, c'est qu'il y a un constat collectif quand même sur des grands chiffres qui sont liés à effectivement des usages qui sont quantitatifs, qui sont liés au nombre d'utilisateurs, aux heures d'utilisation, etc. On peut se projeter peut-être aussi dans le futur, parce que là, le constat, il est sur l'existant. Il y a une partie qui me semble assez importante. On a constaté qu'il y a un chiffre qui est donné, le nombre d'internautes, tout simplement, a augmenté de 8% par an pendant 10 ans. Bon, la population rajeunit. Je pense qu'on est quand même parti pour ne pas forcément freiner, en tout cas sur l'utilisation et surtout sur les modalités de fonctionnement qui sont quand même centralisées, qui sont SaaS, on utilise des réseaux, on se connecte, tout ça, ça consomme. Je ne vais pas répéter les chiffres, on les connaît, ils sont plutôt alarmants. Donc je pense qu'il y a effectivement urgence à constater les choses. Ce que je retiens et qui est plutôt satisfaisant, c'est que le constat, il est plutôt partagé. Et je pense que ça, c'est un élément central dans ce qui peut transformer les choses en choses concrètes à l'avenir. Je souligne le mot concrète, parce que si elles ne sont pas concrètes, il n'y aura pas d'effet. S'il n'y a pas d'effet, on aura un gros problème dans quelques temps. Donc, par rapport à la filière, je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que la filière, ce sont des EdTech qui développent des choses au niveau des solutions logicielles, au niveau matériel. Donc c'est un environnement quand même assez touffu qui a des incidences qui sont quand même bien plus larges que simplement la consommation énergétique, puisque là vous parliez d'éco-conception tout à l'heure, donc ça nécessite quand même la prise en compte de choses dans la conception des solutions, c'est-à-dire d'un côté sur le fonctionnement des solutions, de manière à aller vers quelque chose de plus sobre, qui fait peut-être moins appel à la connexion, qui fait peut-être plus appel au téléchargement. Bon, ça, ce sont des exemples qui sont donnés, mais il y a certainement encore un très grand nombre de solutions sobres et qui vont, j'aime bien ce terme, dans le bon sens. C'est en accumulant les actions de bon sens qu'on va y arriver, je pense. Le tout, c'est peut-être déjà, et je crois que c'est ce que la filière veut dire aujourd'hui, c'est de se les dire. C'est-à-dire se les dire, nous, de notre côté, il y a un consensus qui est de dire il faut faire quelque chose. Ce que j'entends au niveau, que ce soit le canapé, pardon, excusez-moi, le canopé ou les instances ministérielles, peu importe, le constat est commun, il faut faire quelque chose. Et la proposition qu'on fait de notre côté, en tout cas, c'est que nous, on ne peut pas le faire sans discuter, parce qu'il faut qu'on prenne en compte réellement les besoins, les préconisations. Il faut qu'on en prenne connaissance pour pouvoir les intégrer. Sinon, on ne saura pas dans quelle direction aller et ce ne sera pas concret à la sortie. Et d'un autre côté, il faut que nous-mêmes, nous nous structurions pour avoir une position, se mettre en capacité d'agir. C'est d'ailleurs le cas à la FINEF, puisque très récemment, on a créé une cellule sur la sobriété numérique qui aura une mission, on va dire, de recensement, de positionnement par rapport à ce sujet, mais aussi qui aura une mission d'interfaçage avec les différents interlocuteurs qui sont par exemple ici aujourd'hui. Donc voilà, le canal s'ouvre, on propose vraiment de communiquer, de discuter, de dialoguer et surtout de construire ensemble quelque chose qui devra être suivi d'effets concrets derrière. Voilà.
Merci déjà pour cet engagement. Donc, comme on le voit, c'est finalement une sorte de changement culturel ou d'évolution culturelle qui nous est soumise. Alors finalement, Sarah, quels sont les outils dont on dispose pour conduire ce changement, pour faire évoluer, entre guillemets, nos pratiques et surtout éduquer? C'est finalement la question de fond pour nous. Alors, par rapport, pour réagir justement avec tout ce qui est dit au niveau des usages, je pense que on ne peut pas faire une liste universelle des usages qu'il faut faire en termes de sobriété numérique, parce qu'en fait, ça dépend des usages. On ne va pas dire à un jeune, à un enfant, de diminuer son nombre de mails qu'il envoie, parce que je pense qu'un enfant n'envoie pas de mails. Et un adulte qui regarde jamais de streaming, on ne va pas lui dire ne regarde plus de streaming. Je pense que vraiment les usages doivent être cohérents, enfin, les usages numériques responsables doivent être cohérents avec les usages numériques. Après, il y a peut-être des règles que l'on peut appliquer. Et il y a Vincent Courboulet dans son livre qui parle de la règle des 5 R, qu'on peut d'ailleurs appliquer à autre chose que le numérique, qui est tout d'abord de refuser d'acheter un équipement, d'acheter son abonnement de streaming de vidéos. Donc il y a d'abord le fait de refuser. Ensuite, il y a le fait de... je vais sûrement en oublier dans les 5 R. Réduire, voilà. Du coup, réduire sa consommation énergétique. Sa consommation du numérique, réduire son nombre d'appareils connectés. Ensuite, on a recycler. Essayer de recycler ces équipements. Il y a des infrastructures qui sont mises en place pour pouvoir recycler ces équipements. Et d'ailleurs, je pense que les écoles et les entreprises doivent aussi réfléchir à, une fois que mon équipement il est en fin de vie et que je ne l'utilise plus, qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, on a un autre R qui est réparer. Donc ça nous arrive très régulièrement au final, au lieu de... Il y a surtout le coût économique qui est là aussi, c'est qu'en fait on réfléchit économiquement, ça va coûter moins cher de racheter un équipement parfois que de le réparer, et je pense qu'il faut aussi changer sa posture et de réfléchir environnement et pas réfléchir économique, mais bon ça c'est peut-être un autre débat et c'est peut-être aussi un peu plus compliqué. Et puis après on a réemployé, donc réutiliser tout ce qui peut l'être. Et notamment dans les entreprises ou parfois dans des écoles, peut-être voir, il y a parfois des équipements, en tout cas moi je viens de Belgique et je sais que nous dans nos écoles, il y a parfois des valises de tablettes qui dorment dans les écoles parce que les enseignants ne les utilisent pas, et pourtant elles ont été achetées et elles ont eu un impact sur l'environnement et au final elles sont pas utilisées. Donc je pense que ces 5 R, c'est une règle un peu universelle que l'on peut appliquer à tout. Et en termes d'outils pour éduquer ou de ressources, moi je pense notamment à la mallette pédagogique Conscience numérique durable, qui permet vraiment d'aborder toutes ces thématiques liées à l'impact du numérique sur l'environnement. On a aussi la fresque du numérique. Tantôt, je parlais qu'il fallait des choses très visuelles. En fait, avec la fresque du numérique, on est là-dedans, on manipule, on arrive vraiment à comprendre que le numérique, ça a un impact tout au long de sa phase de vie. Et puis, je pense qu'il y a aussi des institutions vers lesquelles on peut se tourner, notamment l'Institut du numérique responsable. On va peut-être l'aborder après, mais ils ont notamment un label numérique responsable et un label numérique responsable pour les écoles qu'ils ont mis en place. Donc tout ça, c'est peut-être des structures et des infrastructures vers lesquelles se tourner. Merci. Alors, j'ai envie de poser la même question au niveau des EdTech. Quelle est la contribution à ce changement culturel? Quelle impulsion, effectivement, il y a à la fois dans les EdTech, mais également des EdTech pour diffuser, entre guillemets, ce changement culturel? Alors, avant le changement, il y a le choc. Parce que, sincèrement, c'est pas très simple. On le voit, on a un peu discuté tout à l'heure, on est tous un peu dans l'inconfort par rapport à cette situation. Mais on s'en sort assez vite quand même, parce que
quelque part, on se met dans l'action et on se rend compte qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, du bon sens. Et on se rend compte que l'action, une fois qu'on y est, on se rend compte du potentiel réel et concret derrière. Ce que je veux dire par là, c'est on va prendre l'exemple, on va dire, chez Naotic, tout simplement. On s'est posé il y a 10 ans une question, quand on a créé l'entreprise, tout simplement, de comment aller dans le bon sens, tout simplement. Je m'écarte volontairement de la sobriété numérique pour exprimer que le sujet est quand même plus vaste que ça. Tout simplement, alors, tout au départ, l'histoire, c'est une parenthèse, hein. L'histoire de Naotic, c'est un projet de sauvegarde de l'emploi. Donc on part de là. On a créé une entreprise pour sauvegarder des emplois, et quand on s'est posé ces questions-là, on est en face vraiment de vrais problèmes. Il faut mettre des vraies réponses en face. Et donc, on a commencé par dire qu'il faut fabriquer en France. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il faut fabriquer en France, il ne faut pas acheter à l'étranger. C'est pas que c'est pas une bonne chose, mais il faut essayer d'aller dans le bon sens, c'est ce que je disais. Donc fabriquer en France, ensuite, pour faire ça, il faut faire quoi? Il faut constituer un écosystème de gens autour de soi, capables de fournir, de donner, d'aller dans du durable, c'est-à-dire de prendre des matériaux qui sont plutôt du bois que des choses qu'il faut jeter, donc des choses qui sont déjà des matériaux d'origine naturelle, qui sont recyclables, etc. Donc, par exemple, prendre du bois, constituer un écosystème qui se trouve, par exemple, dans notre cas, dans 200 km autour de Nantes. Bon, 200 km, c'est pas 200, c'est pas 2000, c'est pas 20 000. Donc, déjà, on gagne en temps, on gagne en réactivité. C'est certes un peu plus cher, c'est certes un peu moins confortable par certains aspects, mais au final, quand on tire un trait à la sortie, c'est très intéressant pour tout le monde. C'était, on va dire, les choses qui ont été à l'initiative du projet il y a 10 ans. Entre-temps, toujours dans ce parcours, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et on s'est dit ok, on fait des choses pour intégrer des tablettes, des ordinateurs, des téléphones et les recharger. On s'est dit ok, comment on fait pour qu'ils consomment moins quand ils rechargent? Il faut toujours la même chose, mais comment on fait pour éviter des consommations résiduelles? Comment on fait pour charger plutôt la nuit que le jour, tout simplement? Ça coûtera déjà moins cher à la fin du mois. Voilà, des choses comme ça. Donc on s'est mis à concevoir des systèmes qui pilotent ça. Aujourd'hui, ils les pilotent à distance, c'est-à-dire, alors on est sur un service cloud, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour dire, voilà, je paramètre en journée des classes mobiles pour qu'elles puissent charger, et je paramètre le Wi-Fi, pour qu'elles puissent charger la nuit, et je paramètre des bornes Wi-Fi pour qu'elles puissent fonctionner le jour, et je les éteins la nuit parce que ça ne sert à rien. Donc c'est tout bête, mais mis bout à bout, vu le nombre de machines qui sont déployées, vu le nombre d'appareils qui sont connectés, quelque part, in fine, il y a un résultat mesurable. Il y a également une autre partie qui est, c'est tout bête, quand on charge les batteries juste comme il faut et qu'on ne les sollicite pas plus que ça, et ben, tout bêtement, au bout de 2-3 ans, on se rend compte qu'elles durent plus longtemps. Et donc, les appareils qu'on a achetés, eh ben, quand une collectivité a acheté 5 000, 8 000, 10 000, 30 000 tablettes, mis bout à bout, ben, ça fait 6 mois de gagné, ça fait peut-être un cycle, une année scolaire de gagné en termes d'équipement qui dure plus longtemps. Donc toutes ces démarches-là, on les a mis bout à bout, et après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et ben, on s'est dit, ben, finalement, l'économie d'énergie, c'est que le petit bout de la lorgnette, il faut aller encore plus large. Et quand on est une petite PME de 16 personnes, j'en discutais tout à l'heure avec vous, c'est très difficile pour une petite structure, pour un établissement scolaire, pour un département, de maîtriser des choses qui sont à grande échelle. Alors, je vais vous parler très rapidement de RSE. C'est une partie qui nous semble importante parce qu'elle s'organise autour de 7 piliers qui sont connus. Je ne vais pas vous faire un débat sur la RSE aujourd'hui, mais la partie green, la partie, on va dire, durable, économie d'énergie est prise en compte. Le bilan carbone fait partie d'un des 7 piliers de la RSE. Il y en a d'autres, il y a la gouvernance, il y a l'éthique, je ne vais pas tous vous les réciter. Mais pour une PME, pour une petite structure, il est très difficile de rentrer dans un moule où il y a une telle pléthore de critères à prendre en compte. Donc c'était notre réflexion et finalement on a trouvé une solution, et c'est un peu ça le sens de mon témoignage, c'est de dire que c'est possible, même pour des petites structures, d'aller dans quelque chose de durable, de construit, et d'aller dans le bon sens, parce que j'insiste sur ce mot-là. On a trouvé en fait un label qui s'appelle le label Lucie,
Et bizarrement, en creusant le sujet, on s'est rendu compte que derrière ça, il y avait une norme qui était la norme ISO 26000. Alors ça, c'est pour les World Company, on va dire. Mais on reste toujours dans cette même logique, toujours sur ces mêmes piliers, mais c'est adapté à une petite structure. Et donc forcément, à ce moment-là, c'est réaliste, c'est atteignable, on peut le faire à son niveau. Et je pense que aujourd'hui, tout simplement, pour terminer, moi je dirais que chez nous, on a créé un groupe de travail de 5 personnes. Au-delà de ça, l'objectif, c'est d'impliquer tout le monde dans l'entreprise. Et s'il y a un message que je veux faire passer, c'est que si on n'implique pas tout le monde, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Je l'ai entendu tout à l'heure. Moi, j'aime bien dire le numérique éducatif. C'est aussi, si on veut réussir, c'est l'éducation numérique. Si on éduque bien, dans le bon sens, avec les bons fonctionnements, les bonnes modalités, je pense qu'on va éduquer les gens à bien utiliser le numérique, tout simplement. Donc chez nous, voilà, un bilan carbone est lancé. On a une auto-évaluation qui est en cours, donc on est obligé de voir si tout va bien. On en est où? Qu'est-ce qu'on est? C'est quoi les curseurs? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux l'année prochaine? Concrètement, on vise une labellisation sur 2023. Donc si nous on peut le faire, je pense que beaucoup ici peuvent le faire aussi. Je vous encourage à faire la même chose. Voilà. Merci Christophe. Mais en fait, il y a deux choses extrêmement importantes. Tu as dit déjà, il faut embarquer tout le monde. Oui, okay, et ensuite, c'est primordial. Il faut être capable de mesurer. Alors, je ne sais pas, Coralie, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des établissements scolaires et au niveau de l'incitation qu'on peut avoir au niveau des élèves? Comment on va s'y prendre? Oui. Alors justement, j'y pensais aussi en vous entendant parler de labellisation. Donc nous aussi, on a une démarche de labellisation des établissements scolaires, des écoles, collèges, lycées, en matière de développement durable, qui existe depuis quelques années. Ça s'appelle la labellisation E3D, école ou établissement en démarche globale de développement durable. Et le but de cette labellisation, c'est de prendre en compte à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la partie éducative et la partie action dans l'établissement, dans le fonctionnement, dans la maintenance de l'établissement scolaire. Et donc la partie sobriété numérique, elle est logiquement intégrée dedans, elle est implicitement intégrée dedans à travers des aspects énergétiques. Ce que nous allons faire, c'est en tout cas inciter davantage les écoles et établissements scolaires à prendre en compte cette facette-là également. Et alors, en termes de nombre d'établissements labellisés, moi j'ai vraiment le plaisir de dire qu'on en est à 10 000 écoles et établissements scolaires labellisés par rapport aux 60 000 implantations scolaires dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'était une belle progression au cours de l'année passée et nous espérons que ça va s'amplifier largement. Et là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, le but c'est d'embarquer tout le monde dans l'établissement, c'est-à-dire c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est les personnels techniques et administratifs, le gestionnaire, le directeur, tout le monde. Donc c'est vraiment une question de mobilisation et d'entraînement. Dans cette mobilisation et cet entraînement, il y a deux types de personnes qui jouent, même trois, un rôle majeur dans la démarche. Déjà, il faut évidemment parler du directeur, du principal, du proviseur, qui forcément a un rôle d'entraînement important parce qu'il permet de porter les choses à l'échelle de l'école ou de l'établissement. Ensuite, nous avons mis en place depuis 2 ans ce qu'on appelle des référents EDD d'établissement. Ce sont des adultes de la communauté éducative qui sont souvent un enseignant, mais ça peut être un gestionnaire aussi, et ils accompagnent les élèves, en particulier les éco-délégués, dans leurs projets concrets dans l'établissement. Ce qui m'amène à parler donc de la 3e catégorie de personnes importantes et ô combien importantes dans les écoles. Ce sont les élèves éco-délégués de classe qui sont élus depuis la rentrée 2020, systématiquement maintenant, dans toutes les classes de collège et de lycée. C'est même recommandé dès le CM1, CM2. Et ces éco-délégués, du coup, ont un rôle d'ambassadeur, un rôle d'entraînement, de mobilisation par rapport à leurs camarades de toutes les classes et conduisent des actions et des projets globaux aussi. Et il y en a notamment sur le numérique, on en voit de plus en plus et on va les inciter à le faire. Donc en particulier, on voit d'ores et déjà des challenges numériques responsables qui sont organisés dans les écoles et établissements. On voit des éco-délégués qui partent eux-mêmes à la sensibilisation
des autres élèves. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de recharge, le problème de la recharge des équipements. Et du coup, ça m'a fait penser aussi à un beau projet que j'avais vu passer d'éco-délégués qui vont développer une borne de recharge solaire pour les smartphones. Cette borne de recharge solaire étant placée dans la cour à la disposition de tous. Et ils ont vraiment réalisé ceci en interdisciplinarité avec plusieurs enseignants, dont ceux de technologie. Donc ça, c'est un bel exemple d'application éducative Alors, concrète. juste pour compléter, c'est super ce que j'entends. J'ai vu dans un établissement scolaire, alors c'est dans un pays étranger, c'est au Maroc, exactement la même démarche. Ils ont même inclus les arts plastiques, puisqu'ils ont donné une forme vraiment graphique très jolie à cet objet. C'est pas le truc avec des fils qui pendent, hein, c'est vraiment un truc fantastique. Oui, effectivement. Donc il y a la partie aussi éducation artistique et culturelle qui peut se joindre à ces projets. Alors j'ajouterais que je voudrais dire que c'est au lycée Étienne Jules Marais à Beaune, je crois que c'est dans l'académie de Dijon. Donc effectivement, si vous voulez vous inspirer de quelques projets emblématiques, je vous invite à aller voir. Et il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais il y a de bonnes pratiques et de beaux projets partout en France et il faut pouvoir s'inspirer de cela. Voilà, et justement, celui-là que vous avez précisément évoqué à Beaune, Florence, était un projet lauréat académique du prix de l'action éco-déléguée. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui même, et je m'en suis occupée juste avant de vous rejoindre, on lance la 3e édition du prix de l'action éco-déléguée de l'année. Ça y est. Donc c'est lancé, c'est dans les starting blocks. Vous pourrez retrouver cela sur le site internet du ministère tout à l'heure. J'ai tout lancé avant de partir et de vous rejoindre. Les éco-délégués sont quand même 250 000 a priori. Donc c'est un beau moyen de relais. Et puis le numérique sobre, disons, peut faire partie de tous les enseignements de l'éducation au développement durable. Et ça a été renforcé par la loi Climat et Résilience d'août 2021 justement aussi. Donc il y a ça aussi dans le champ. Et enfin, pour terminer, je suis en train de coordonner l'élaboration d'un guide, effectivement un guide sur la transition écologique dans les écoles et les établissements scolaires, où il y aura un chapitre sur la sobriété numérique que l'on élabore de concert avec Claudio Simelli à la DNE, parce que c'est une affaire transversale dans le ministère, on travaille en interdirection. Et le dernier volet, c'est la formation des enseignants, bien sûr. Et on a créé une nouvelle formation nationale cette année qui sera donnée en mars 2023 pour les enseignants, qui s'intitule EDD et numérique, et que l'on va dispenser à l'ensemble de nos relais académiques, inspecteurs d'académie, inspecteurs de l'éducation nationale et directeurs d'établissement aussi. Donc ça diffusera ensuite vers l'échelon plus local. Le but étant d'actionner tous ces leviers-là, voilà, pour y arriver, pour agir sur les usages et pour agir sur les équipements aussi. Donc là, ça se fait en lien avec les collectivités territoriales, bien entendu. Voilà, pour participer à concilier, comme vous le disiez tout à l'heure, transition numérique, transition écologique. Merci Coralie. La formation, eh oui, je te regarde, la formation. Alors, voilà, quelle action, comment on engage les choses? On travaille avec Réseau Canopé sur ces questions. Voilà, oui, et donc merci. C'est une excellente transition. Marie-Caroline? Oui, comme l'a souligné Coralie Noël, on travaille ensemble depuis plusieurs années sur le FORED, qui est donc un plan inscrit au plan national de formation des enseignants. Je le disais tout à l'heure, on a choisi cette année d'accélérer vraiment le plan de formation des enseignants à l'EDD et à la transition écologique, avec une programmation que vous allez pouvoir retrouver dès le début d'année 2023 sur nos plateformes, avec donc toujours pareil des formations à distance, des ressources pédagogiques dédiées et une déclinaison dans tous nos territoires, dans nos ateliers, et qui culminera au moment du FORED. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui se déroule annuellement à Amiens et à distance, et qui permet de soutenir toutes les actions en éducation et développement durable. Donc ça va être une actualité très forte de Réseau Canopé pour l'année 2023. Ça suppose qu'en interne, on se forme aussi
Donc on a mis sur pied une communauté apprenante sobriété numérique. Donc les communautés apprenantes à Canopée, ce sont des groupes internes de formateurs et on se forme avec des experts entre nous pour nourrir nos actions de formation et redonner ce qu'on apprend à nos usagers, c'est-à-dire les enseignants. Et puis plus globalement, pour rebondir sur l'ensemble de vos propos, je crois que pour sortir de cette difficulté conceptuelle qu'on a à conjuguer transition écologique et transition numérique, la meilleure façon de procéder, c'est d'aborder, comme le dit l'ADEME, un numérique sous contrôle. Et donc en s'intéressant aux usages du numérique, au sens et finalités du numérique, comme nous y engage la stratégie portée par le DNE, c'est-à-dire en axant nos formations sur des cas d'usage proposés aux enseignants dans lesquels le numérique va prendre tout son sens. Par exemple, des sujets liés à la motivation des élèves, à l'attention, au raccrochage scolaire, au numérique inclusif pour toucher effectivement des publics, soit des élèves en situation de handicap ou des élèves en situation d'éloignement pour X et X raisons. Enfin, c'est-à-dire comment, dans ma pratique pédagogique, je vais intégrer le numérique pour répondre à telle ou telle problématique pédagogique que je vais rencontrer, pour répondre à tel ou tel public que j'ai dans ma classe. Et là, on sort de ce paradoxe, on sort de cette difficulté pour avoir un usage, en termes de formation, je dirais maîtrisé, conscient, avec discernement du numérique. Et là, on rentre vraiment dans l'école numérique. C'est-à-dire non pas une approche par l'outil, mais une approche par le sens, par les finalités, et avec un maître mot qui est celui du pédagogue et de la relation à l'élève dans un contexte. Et puis j'ajouterai un autre point sur cette fois, c'est-à-dire notre responsabilité en termes d'établissement public pour engager cette transition numérique. Je souligne simplement qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver des acteurs pour répondre à nos marchés publics qui peuvent nous proposer du matériel reconditionné, par exemple. Donc ça, c'est une difficulté qui concerne aussi les industriels. Si on souhaite le faire à Canopée, on a aujourd'hui du mal à trouver, vu les volumes concernés de matériel, des acteurs susceptibles de répondre à des marchés publics de cette ampleur. Donc c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête pour passer à l'échelle et réussir ces deux transitions. Merci Marie-Caroline. Florence, alors on voit qu'on est en route. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. En route et dans le bon sens. Et dans le bon sens, exactement. Alors donc, finalement, quelle action est-ce qu'on peut engager? Est-ce qu'on a des exemples de choses sur les TNE sur lesquelles, en fait, on accentue l'effet culture de la sobriété numérique et un effet, finalement, de formation, d'accompagnement et d'évolution culturelle? Dans les territoires numériques éducatifs qu'on a lancés dans 12 départements pour montrer quelles sont les conditions du développement global, systémique du numérique dans un territoire, eh bien, l'impulsion est venue des élèves en réalité. Ce sont eux qui ont mis ce débat au centre des projets d'établissement. Donc nous n'en avions pas fait la priorité, je dois dire. Et on était au moment du lancement en pleine pandémie, donc il n'était pas question de travailler sur la sobriété ou la frugalité à l'époque. Il est plutôt question de développer largement et de façon accélérée. Donc ce sont les élèves qui aujourd'hui mettent ces enjeux au cœur du débat dans les établissements. Alors c'est une chance pour nous parce que justement on n'a pas à convaincre, autant on a à convaincre certains adultes de l'opportunité et de l'efficacité du numérique dans l'enseignement, autant la frugalité, la sobriété, les enjeux de développement durable sont des enjeux portés par les jeunes eux-mêmes. Donc emparons-nous de cette chance, je dirais, et faisons en sorte que les élèves soient associés au gouvernement de l'établissement, parce que c'est ainsi que ce sujet sera sérieusement pris en considération. Et pour rebondir aussi sur la question de la gouvernance, je crois que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer, parce que refuser dans la règle des 5 R, ça peut être refuser un équipement nouveau, par exemple, quand on a déjà un ordinateur chez soi, quel est l'intérêt d'avoir un double équipement? Lorsqu'on est agent et qu'on a un téléphone professionnel, faire en sorte que l'on n'en ait plus qu'un, je dirais, tout cela, ne pas multiplier les équipements lorsqu'on sait que c'est ce qui génère le plus de
gaz à effet de serre. Donc voilà, refuser l'équipement, refuser d'acheter, refuser jetable, ça, ce sont des choses essentielles. Mais au-delà de ça, je voudrais introduire une idée nouvelle que portent beaucoup de collègues qui sont dans la salle, ce sont les communs numériques. Alors, dans le temple des EdTech, on n'a pas beaucoup parlé de communs, donc je voudrais, on est vendredi, vendredi après-midi, peut-être essayer d'introduire plus fortement ce sujet-là. Pourquoi les communs ? Parce que les communs permettent, par exemple, dans le domaine de la formation, puisque nous avons un Moodle de formation et beaucoup de collègues dans la salle le pilotent, à travers un commun, on a des communautés qui développent exactement, justement, et pas plus que ce qui est nécessaire pour les enseignants. Donc le pas plus que nécessaire, c'est très important. Pourquoi dans tous les domaines aller vers le plus de fonctionnalités, le plus d'innovation ? On a besoin d'innovation. On en a beaucoup d'illustrations ici, mais dans certains domaines, on a plutôt à s'intéresser à ce qui est nécessaire, utile, à ce que les enseignants, les usagers ont réellement besoin. Donc s'intéresser à l'usage, mettre l'usager au centre du développement, faire en sorte de s'interroger sur ce qui existe déjà, l'analyser avant de créer du nouveau, créer des communautés, partager, ouvrir, développer et déposer les codes que l'on développe, les faire partager à la communauté. Ce sont des choses que l'on fait à l'éducation nationale à très grande échelle. C'est ce que font beaucoup d'entreprises aussi. Ça n'est pas une question simplement de politique publique, c'est aussi une politique d'entreprise. Et ce sont de bonnes pratiques qui permettent de développer un numérique qu'on pourrait dire responsable et durable. Il a l'avantage aussi de former les professeurs à la production, au développement. Et ça, je crois qu'au-delà de ce qui vient d'en haut, ce qui est accompagnement, comme si on a besoin d'accompagner, certes, mais on a surtout besoin que les enseignants soient eux-mêmes des producteurs de numérique, soient eux-mêmes porteurs de ces valeurs-là qu'on est en train de défendre tous ensemble. Et on en rencontre des milliers, des enseignants comme ça, qui participent à ces communs. Et encore une fois, les collègues dans la salle le savent très bien. Eh bien, merci Florence, merci à tous. Je propose qu'il y ait quelques questions. Voilà, on est presque parfait dans le temps. Il reste 4-5 minutes pour les questions. Je vous en prie, je descends, je vous amène le micro. Bonjour, donc Philippe Bernier, formateur à DRAN de Rennes. Vous n'avez pas parlé de la loi Rennes, la loi du 15 novembre 2021, qui, on ne sait pas ce qu'il en est. J'ai écrit 2 fois au ministère, et puis le ministère, je ne sais pas, bon, une attention sobre certainement, il m'a demandé d'écrire une lettre papier. Voilà. Mais bon, je n'ai pas de réponse. Cette loi devait s'appliquer à la rentrée 2022. Qu'est-ce qu'il en est ? La loi Rennes prévoit un certain nombre de choses, notamment au niveau des achats, notamment au niveau des... Bien sûr. Mais c'est justement ce dont on est en train de débattre. Et par ailleurs, sur toutes les questions qui sont liées aux agents, aux achats, etc., il y a au niveau des administrations publiques des stratégies d'achat qui tiennent compte de l'ensemble des éléments qui sont dans la loi. Par ailleurs, on va dire l'éducation est en train de se mettre en place, notamment au travers de ce qu'a dit Coralie, des guides qui vont vers les établissements, qui vont être des incitations à mettre en place un petit peu toutes ces mesures au niveau de chacun des établissements scolaires français. Est-ce que quelqu'un veut compléter ? Coralie ? Alors, je n'ai pas d'éléments spécifiques sur la mise en œuvre de la loi aujourd'hui, mais effectivement, ce que l'on fait avec nos guides et plans d'action va y concourir. Et on incite à un renforcement du dialogue entre les établissements et les collectivités territoriales de rattachement pour que ça se fasse d'un commun accord, selon un diagnostic partagé, une stratégie partagée. Donc ça ira tout à fait dans ce sens-là. Et sinon, j'en profite aussi pour juste évoquer un levier qui peut être actionné aussi maintenant dans les établissements. C'est quand j'ai entendu parler de gouvernance tout à l'heure que ça m'y a fait penser. Ce sont les comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, parce que cette instance qui est présente dans chaque collège et chaque lycée s'appelait jusque-là CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et en fait, la loi climat d'août 2021, en lien avec le ministère et après
proposition de la Convention citoyenne pour le climat, a élargi les missions à l'environnement et au développement durable. Du coup, ça, c'est un outil dont les établissements pourront se saisir, et au niveau académique, où les académies pourront aussi impulser des choses pour qu'il y ait davantage de projets, de démarches partenariales, et entre autres, sur le numérique, la sobriété numérique. Merci Coralie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Je voulais rebondir sur la notion de ne pas acheter, ne pas changer un équipement. Étant informaticien depuis 40 ans, j'ai vu l'évolution des consommations électriques et des systèmes. Ce qu'on peut constater, c'est qu'un ordinateur de maison d'il y a une quinzaine d'années consommait entre 200 et 300 watts. Et aujourd'hui, nous avons des ordinateurs très modernes qui consomment 10 fois moins, entre 20 et 30 watts. Alors, je suppose que cette possibilité d'acheter un ordinateur qui consomme 10 fois moins d'électricité est peut-être pas justement à freiner, puisqu'en fait, ça va dans le sens de la préservation des écosystèmes, puisqu'on consomme beaucoup moins d'énergie. Qu'en pensez-vous ? Je peux aborder une première réponse. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès dans la consommation énergétique des équipements, notamment si on prend les ordinateurs de bureau traditionnels, plus leur écran, et aujourd'hui, on va dire un laptop moderne qui a une consommation qui est entre 5 et 10 fois moins. La question qui va se poser, c'est dans la pérennisation de ce qu'on achète aujourd'hui. C'est-à-dire de ce qui va être acheté aujourd'hui et qui a des consommations tout à fait modestes, comment est-ce qu'on peut prolonger sa durée de vie, comment est-ce qu'on va pouvoir pérenniser, entre guillemets, ces équipements, ne pas tomber dans les questions d'obsolescence programmée, qui sont des questions d'obsolescence dues à l'évolution à la fois des navigateurs, des systèmes d'exploitation, et c'est une question qui nous est posée un petit peu à tous. C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'on n'est pas dans des usages qui peuvent se satisfaire, on va dire, de navigateurs qui aujourd'hui fonctionnent sur des équipements modernes et qui permettraient de prolonger la durée de vie de ces équipements. Voilà, c'est déjà une première forme de réponse. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Oui, j'ai juste complété, merci pour la question. Je pense qu'elle met le doigt effectivement sur quelque chose d'important qui touche à ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à l'accessibilité au matériel reconditionné, par exemple. Il y a un cadre d'ailleurs qui est défini, c'est la loi AGEC. Aujourd'hui, les collectivités sont censées s'équiper de 20% de matériel en provenance du réemploi. C'est très compliqué aujourd'hui de le mettre réellement en œuvre pour plein de raisons qu'on ne va peut-être pas développer maintenant, mais c'est essentiellement une question de filière. Alors, je ne me sens pas directement concerné. Au niveau des tech, on n'est pas non plus directement concerné. C'est plutôt une question de fabricants informatiques et de distributeurs et de filières en capacité de, 1, accéder à du matériel qu'on pourrait reconditionner, 2, de process qui permettent de reconditionner, tout simplement. Je pense que la demande, elle est déjà là. Aujourd'hui, des communautés de communes, des conseils départementaux sont tous en questionnement aujourd'hui sur comment je comble, entre guillemets, cette obligation d'achat de matériel en provenance du réemploi. Il y en a qui trouvent des réponses. Ce ne sont que des réponses fragmentaires. Aujourd'hui, il est très difficile de faire un déploiement homogène, c'est-à-dire de dire j'ai besoin de 3000 PC. Comment je fais pour déployer 3000 PC identiques en provenance du réemploi? C'est assez compliqué aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est identifié et je pense qu'aujourd'hui, plein de gens travaillent dans cette direction. C'est d'ailleurs un sens dans lequel on va. Quand on renouvelle l'équipement des agents, très souvent dans les agents des ministères, des rectorats, etc., on renouvelait des équipements à partir d'un équipement de bureau et d'un équipement mobile. Maintenant, on ne renouvelle plus qu'un équipement mobile, ce qui fait l'économie de l'équipement de bureau et ce qui permet de contribuer à cette sobriété. Après, comme je vous le disais, il y a toute la question de la réutilisation des équipements et de leur durée de vie et de l'obsolescence programmée. Mais je pense qu'en le faisant tous ensemble, on devrait y arriver à avoir suffisamment de pression sur les constructeurs. Ça revient à ça. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Une dernière. Si pas de dernière question, bah écoutez, il me reste à vous remercier, voilà, très sincèrement, pour votre intervention à tous. Et voilà, j'allais demander à ce qu'on vous applaudisse. Mais merci beaucoup.